L'enfance, c'est cette phase de la vie où l'on rit, on construit et on suit ceux à qui l'on se fie. Et qu'en est-il lorsqu'elle est démolie ? Certains, pourtant sur le bon chemin, en dévient, d'autres continuent de lutter dans la vie, et les derniers ne pensent plus qu'à la survie. Mais comment leur reprocher, tant ils ont été déséquilibrés par ses proches, que l'on appelle les amis ou la famille. Nous sommes en 1992, non loin de New York, environ 70 km, à Mastic Beach, une petite ville située sur la côte sud de Long Island. Une commune composée en très grande majorité de foyers modestes, dont l'ambiance, sans que l'on puisse la qualifier de dangereuse, n'est pas des plus rassurantes. Pourtant, c'est là-bas que vit une jeune enfant de 9 ans, Katie Beers. Malgré son jeune âge, la fillette a déjà vécu un nombre de mésaventures incalculables. Pour commencer, elle n'a jamais connu son père, ceci n'étant pas une surprise dans la mesure où Katie fut conçue lors d'une relation qui ne dura qu'une nuit entre l'homme et sa mère Marilyn. Cette dernière a déjà un enfant d'ailleurs, il s'appelle John et il est le grand frère de la petite Katie. Seulement, la stabilité financière de Marilyn n'est pas au beau fixe, et avec un second enfant à charge, elle éprouve des difficultés à subvenir aux besoins de sa famille. 2 mois après la naissance de Katie, elle prend donc une décision drastique, mais nécessaire pour maintenir des conditions de vie raisonnables. Elle confie la petite fille à sa marraine, Linda Inghileri, afin qu'elle prenne soin d'elle dans sa maison de West Islip, une ville se trouvant également sur la côte sud de Long Island. Là-bas, Katie est prise en charge par Linda donc, ainsi que son mari Sal, ce qui présente 2 avantages. Le premier étant de soulager Marilyn de la charge d'un enfant temporairement du moins, le temps de trouver un certain équilibre financier. Le second concerne la sécurité, puisque West Islip est une commune où la classe sociale dominante est la classe sociale moyenne où l'on retrouve un environnement bien plus calme qu'à Mastic Beach. C'est ainsi que plusieurs mois durant, la petite Katie est élevée par ses parents de substitution, Linda et Sal. Bien sûr, au cours de cette période, Marilyn continue de voir sa fille et ne l'abandonne aucunement. Il est même question de récupérer définitivement Katie. Mais ce point crée une discorde entre la mère et la marraine Linda, celle-ci ne souhaitant pas rendre la fillette à sa mère biologique. Plusieurs altercations, pouvant aller jusqu'à des affrontements physiques, auront lieu. Il semble cependant que les 2 parties finissent par s'accorder pour que Katie reste vivre chez son parrain et sa marraine, bien qu'un doute subsiste sur les termes de cet accord, si toutefois il en fut un réellement. Quoi qu'il en soit, c'est donc bien avec Linda et Sal que Katie vivra. En apparence, la situation est bien plus stable qu'avec Marilyn. La réalité en revanche est tout autre. La jeune enfant est littéralement traitée comme une esclave. Tandis qu'elle n'est âgée que de 4 ans, voici qu'elle se trouve seule dans la rue, tirant un petit chariot avec comme mission de nettoyer le linge sale qu'il contient à la laverie du coin. Un événement surréaliste, y compris pour les années 90, exposant Katie au danger de la rue en plein milieu urbain. D'autant plus que ce n'est absolument pas un fait ponctuel. De façon récurrente, la fillette doit chercher des cigarettes pour le couple au tabac du coin, ou bien à manger dans les différents restaurants locaux. Évidemment, une enfant de 4 ans se baladant régulièrement seule en pleine rue, cela attire les regards des voisins et des commerçants. Certains, peu nombreux, tentent une approche auprès des Inghileri, qui répondent de manière véhémente à chaque fois qu'une personne essaye d'en apprendre un peu plus sur Katie. Cette maltraitance continue plusieurs années. En 1988, alors que Katie a 6 ans désormais, les conditions de vie se dégradent au sein du foyer. La santé de Sal et Linda se détériore à vue d'œil. L'homme ayant dû faire face à une attaque cardiaque et sa femme, dont le diabète a empiré, vient de perdre sa jambe par amputation. Ce qui signifie que la maison se délabre de plus en plus. L'aspect sanitaire devient préoccupant, tant l'hygiène semble ne plus faire partie du quotidien de ces personnes. Les déchets jonchent le sol, tant à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Les insectes prolifèrent, y compris des blattes.
et l'odeur de la maison devient si forte qu'elle imprègne les vêtements de la petite Cathy. L'enfant n'est quasiment pas scolarisée. Les rares fois où elle se présente à son établissement scolaire, elle n'échappe pas aux moqueries de ses camarades, qui la surnomment rapidement Dirty Cathy, que l'on pourrait traduire littéralement par Cathy sale. Ceci a des conséquences. La jeune fille ne se rend quasiment plus à l'école, même lorsqu'elle en a l'occasion. Elle préfère errer seule dans les rues du coin qu'elle connaît bien, plutôt que subir les brimades des camarades devenus harceleurs. Un premier espoir jaillit malgré tout en 1990, tandis que Cathy a 8 ans à présent, puisque la police se présente au domicile des Inghilleri pour une affaire qui ne la concerne pas du tout. Mais les officiers remarquent l'état désastreux de la maison et de l'enfant qui y vit. En réaction, ils contactent les services sociaux afin qu'ils se penchent sur ce cas. Il y aura effectivement des visites régulières de ces services qui relèveront notamment le manque d'hygiène du lieu ainsi que la négligence évidente en matière d'éducation, sans pour autant agir réellement. Cette inaction des services sociaux maintient Cathy dans une situation presque invivable. Certes, il y a le manque d'éducation, la crasse constante au sein de la maison, mais surtout, depuis plusieurs années, Sal, le mari de Linda, abuse sexuellement de sa filleule. Craintive, Cathy a conservé le silence jusque-là. Mais en 1992, elle décide de le rompre et d'aborder ce sujet sensible avec sa marraine Linda. Les propos de l'enfant sont très mal accueillis par la femme qui la traite de menteuse. Ce n'est pas auprès d'elle qu'elle parviendra à faire cesser les actes immondes de Sal. Alors, elle se tourne vers son grand frère, John, à qui elle dévoile toute l'histoire. Choqué d'entendre une telle chose, il ne perd pas un instant avant de tout rapporter à Marilyn, la mère biologique de Cathy. Cette dernière intervient en prévenant directement la police au début de l'année 1992. Cathy est aussitôt transférée chez sa mère à nouveau à Mastic Beach. Après plusieurs mois d'enquête, en octobre 1992, Sal est arrêté pour maltraitance d'enfants et condamné à une peine d'emprisonnement. Après tant d'années de sévices, Cathy est totalement isolée et doit se reconstruire. Seulement, ce n'est pas évident dans sa situation, mais elle va rencontrer John Esposito. Big John, comme il est surnommé, est un ami de la famille. Marilyn ainsi que Little John, le petit frère de Cathy, le connaissent bien. Big John a gagné son surnom puisqu'il fait partie du programme Big Brother, Big Sisters, traduisé par grand frère, grande sœur, qui consiste à apporter du soutien à des jeunes en difficulté qui auraient besoin d'une présence, d'un mentor. Cathy entre parfaitement dans le champ d'intervention de ce programme. Par conséquent, Big John s'avère être l'homme de la situation pour gérer le cas de la jeune fille. À plus forte raison qu'il est déjà le mentor de son frère et d'autres jeunes avec qui il passe du temps. Cathy et son frère ne sont d'ailleurs pas les seuls à participer à des activités avec Big John, puisque de nombreux enfants du quartier apprécient l'homme qui leur permet de leur changer les idées. Pour Cathy, cela va plus loin. Sa relation avec Big John lui offre une sensation de bien-être qu'elle n'a jamais connue. Il est tendre avec elle, lui consacre du temps, de l'attention, la couvre de cadeaux. C'est comme si elle avait découvert un nouvel univers. À la fin du mois de décembre 1992, Linda demande à Marilyn si Cathy peut rester chez elle quelques jours, puisqu'elle souhaite lui organiser une petite fête pour son anniversaire. Marilyn accepte, à condition cependant que Linda ramène Cathy pour son véritable anniversaire, le 30 décembre. Sal étant en prison, il n'y a plus de menace pour l'enfant. Mais sa mère lui indique tout de même de la contacter en cas de problème, ou bien si elle ne se sent pas à l'aise. Simplement, sa mère n'a pas de téléphone, alors elle lui explique qu'elle devra demander à Linda de contacter ses voisins qui à leur tour préviendront Marilyn si nécessaire. Le 28 décembre 1992, 2 jours avant la date anniversaire de Cathy, Linda organise une petite fête avec plusieurs invités, dont Big John, qui fait une promesse à la jeune fille, celle de l'emmener dans un centre d'arcade pour s'amuser. Ravie, Cathy accepte bien entendu. Big John en parle aussi à Linda, qui ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il fasse profiter sa filleule, qui en a bavé ces dernières années. Le lendemain, Big John se présente comme convenu chez Linda pour emmener Cathy, surexcitée de se rendre au Spaceplex, ce gros complexe plein de lumière colorée,
de bornes d'arcade et de jeux en tout genre. Le centre de loisirs se situe à une vingtaine de kilomètres en voiture de la maison de Linda, à Smithtown précisément. C'est un lieu très fréquenté, avec plusieurs milliers de visiteurs en fin de semaine, nécessitant une bonne sécurité avec 6 agents en tout. C'est ainsi qu'en milieu de matinée, Big John et Cathy arrivent au Spaceplex où ils commencent à s'amuser. Tout est fait pour se divertir. Mais il faut bien reconnaître qu'avec le bruit et la foule alentour, il est très facile d'avoir un moment d'égarement. C'est exactement ce qui se produit. Big John perd des yeux quelques secondes Cathy. Lorsqu'il se retourne, il ne l'aperçoit plus. Il tente d'observer entre les corps des gens qui peuplent l'endroit, mais il ne voit rien. La panique monte. Il parcourt à la hâte les allées du centre de loisirs, mais sans succès. Inquiet, mais conservant son sang-froid, il se dirige chez le gérant de l'établissement, qui doit avoir une grande expérience dans ce genre d'événements. Ensemble, ainsi qu'avec les agents de sécurité disséminés un peu partout, ils partent à la recherche de l'enfant. Quelques instants plus tard, l'anxiété ne fait que monter après que 8 adultes ne soient pas parvenus à la localiser. Dépité, Big John finit par contacter la police afin de signaler l'alarmante disparition de Cathy. L'affaire est véritablement prise au sérieux par les autorités qui envoient instantanément des équipes sur les lieux. Le Spaceplex est évacué, puis fouillé de fond en comble durant le reste de la journée, mais sans succès. Plus tard, au cours de cette même journée, vers 16h45, le téléphone se met à sonner chez Linda. La sonnerie du combiné retentit plusieurs fois, mais Linda, qui a perdu une jambe suite à ses problèmes de diabète, se déplace lentement, laissant le temps à la boîte vocale de s'enclencher. Une petite voix fluette, en sanglots, se fait entendre. C'est Cathy. Linda tente alors de se dépêcher d'atteindre le téléphone, mais la fillette commence à parler, et ses paroles sont effrayantes. Linda parvient enfin à décrocher, mais il est trop tard. Il n'y a plus personne au bout du fil. Sans savoir que la police recherche déjà l'enfant disparu, Linda les appelle immédiatement suite à ce message troublant. Alors que le doute pouvait encore être permis entre la thèse de l'enlèvement, la fugue ou bien un enfant égaré, après que Linda a rapporté ces faits, la situation est limpide, mais surtout extrêmement urgente. Tandis que la police du comté de Suffolk, à qui l'enquête est confiée, démarre ses investigations, Cathy vit des moments sombres. Alors que tout le monde recherche Cathy à l'extérieur, en réalité, la voici à l'intérieur d'un bâtiment. La fillette est traînée par son ravisseur, à qui Cathy ne rend pas la tâche facile en se débattant de toutes ses forces. Et voilà, face à un adulte, bien qu'elle y mette toute son énergie et sa force, l'enfant de 9 ans ne peut résister. Elle est tirée de force dans un escalier avant d'atteindre une pièce qui semble être un bureau. Le ravisseur installe Cathy dans un coin, puis se dirige vers une étagère de laquelle il retire des objets. Puis l'individu plonge son bras à l'intérieur d'un mécanisme permettant de déplacer le lourd meuble, dévoilant un sinistre renfoncement dans un mur. Au sol, un tapis que le ravisseur soulève. Sous ce tapis apparaît une sorte de dalle en béton. Cathy ne comprend pas réellement ce qu'elle est en train d'observer. Ce qu'elle sait néanmoins, c'est que les manipulations de l'homme n'envisagent rien de bon pour elle. Tandis qu'il continue de manipuler les différents éléments de cette construction à l'évidence artisanale, Cathy balaye du regard la pièce, apercevant un téléphone. Elle se glisse doucement jusqu'à l'appareil, profitant de la distraction de son ravisseur pour composer le numéro de la police. Immédiatement, l'homme qui a repéré la tentative de Cathy se jette sur elle, lui retirant le combiné. Il la tient fermement, puis la conduit vers le petit espace qui se trouve derrière l'étagère. L'individu tire un nouveau mécanisme qui soulève la plaque de béton qui se trouvait sous le tapis. Ce qu'elle révèle fait parcourir un frisson d'horreur à Cathy. Un lugubre tunnel étroit et menaçant. L'homme ordonne à l'enfant de se jeter à l'intérieur. L'instinct de Cathy s'active, elle n'a d'autre choix que de descendre.
après une courte chute et avoir rampé quelques mètres, la voici au sein d'une petite pièce qui a été confectionnée manuellement. Cela a dû prendre plusieurs jours, voire semaines, pour élaborer un tel endroit. Un vieux matelas posé à même le sol fait office de lit. Une ampoule pendante à la faible luminosité sert d'unique source lumineuse. Des chaînes sont attachées au mur et, le plus inquiétant certainement, l'acoustique du lieu est traitée de façon à ce qu'il soit insonorisé. Cathy fait donc face à un individu qui avait planifié ses intentions malsaines. Il ne s'en cache d'ailleurs aucunement lorsqu'il annonce directement à la fillette que désormais, sa maison est ici. En parallèle, la famille met tout en œuvre pour retrouver l'enfant. De très nombreuses affiches sont imprimées, placardées et distribuées dans un maximum d'endroits afin d'obtenir le moindre indice sur la personne responsable de l'enlèvement. La presse également se passionne pour le cas de Cathy, que ce soit dans les journaux, à la radio ou sur les écrans de télévision. Il est presque impossible de manquer le visage de la petite fille. 10 000 $ sont offerts par une association luttant contre la cruauté envers les enfants pour motiver les personnes détenant des informations pouvant conduire à mettre la main sur Cathy. Notez que nous sommes en 1992. L'alerte Amber, qui pourrait s'apparenter à l'alerte enlèvement en France, consistant à signaler une disparition à grande échelle, n'existe pas, puisqu'elle fera son apparition quelques années plus tard, en 1996. Les investigations de la police sont menées par le lieutenant-détective Dominique Véron, ce qui est une très bonne nouvelle. Cette personne, ayant plus de 20 ans d'expérience au sein de la police de Suffolk, mais surtout étant spécialisée dans les cas d'enlèvement, est la personne la plus à même de réussir l'exploit de retrouver Cathy. Avec les nombreux événements qui se sont déroulés en peu de temps, il décide de tout remettre à plat, en reprenant ce qui est à la disposition de la police. Toute cette histoire débute au Spaceplex. C'est donc là-bas qu'il se rend pour discuter avec les employés et les différents témoins. En étudiant les propos rapportés par toutes les personnes concernées, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Beaucoup mentionnent Big John à la recherche de la fillette. En revanche, Cathy n'a pas été observée par qui que ce soit. Pour dégager le brouillard autour de toute cette affaire et tenter d'avancer, la police décide de quadriller le secteur tout autour du Spaceplex, ainsi que dans les villes où Cathy a l'habitude de se rendre, West Islip et bien sûr Mastic Beach. S'il y a du mouvement dans ces zones, ils pourront intervenir rapidement. En attendant, la seule piste exploitable jusqu'à présent, c'est le coup de téléphone de Cathy à Linda. D'ailleurs, le fait que Linda ne soit pas parvenue à décrocher suffisamment rapidement le téléphone pour répondre à sa filleule est une bonne chose. Cela permet au lieutenant Véron d'écouter à plusieurs reprises ce qui est dit par Cathy. Certains aspects retiennent son attention. Le premier, c'est un élément de langage, puisque Cathy indique qu'elle a été kidnappée. Or, d'après Dominique Véron, un enfant de 9 ans n'aurait probablement pas utilisé ces termes. Ce n'est pas impossible, mais il doute sur ce point. Le deuxième aspect curieux pour l'inspecteur de police, c'est le moyen par lequel Cathy aurait réussi à s'échapper suffisamment longtemps de son ravisseur pour passer ce coup de téléphone. Il y a très peu de chances pour qu'un prédateur quitte des yeux sa victime au risque qu'elle s'enfuit. Ceci fait réfléchir la police, qui se concentre désormais sur cet appel dont elle essaye de découvrir la provenance. L'urgence de la situation nécessite que l'affaire avance rapidement pour conserver le maximum de chances de retrouver la petite fille vivante. Alors, les enquêteurs sollicitent leurs collègues du FBI en leur envoyant la bande du message de Cathy. Pendant ce temps, il faut mener des interrogatoires. Dominique Véron place dans son collimateur 4 personnes. Marilyn Beers, la mère de Cathy, Linda Inghilleri, sa marraine, Sal Inghilleri et John Esposito, alias Big John, étant la dernière personne à avoir aperçu la fillette. Mais le coupable se trouve-t-il réellement parmi ces 4 suspects ? Les suspects sont tous questionnés par les enquêteurs, les uns après les autres, sans que de réels éléments n'émergent. En revanche, de leur côté, les agents fédéraux avancent. Ils découvrent notamment le lieu d'où provient l'appel passé par Cathy. Comme ils s'y attendaient, cette découverte ne les conduira pas directement à l'adresse du ravisseur.
Le message a été laissé depuis une cabine téléphonique d'une station-service située en face du centre de loisirs Spaceplex. Ce qu'ils trouvent curieux dans la mesure où, d'après ce qu'ils savent, Cathy n'a jamais été vue dans l'aire de jeu. Un autre point, avant de laisser son message, Cathy aurait tenté de téléphoner 19 fois à Linda sans parvenir à la joindre. Mais ceci n'est rien comparé à ce que révèle le FBI concernant ce mystérieux appel. Les agents fédéraux contactent la police de Suffolk pour leur indiquer que ce qu'ils ont entendu n'était pas la voix de Cathy en direct, mais bel et bien un enregistrement. Si la fillette avait effectivement appelé depuis cette cabine téléphonique, au vu de son emplacement, il y aurait nécessairement dû y avoir des bruits parasites en second plan. Principalement des voitures, puisque la route passante à l'arrière de la cabine fait résonner le son des véhicules circulant rapidement. D'autres sons également auraient dû être entendus, ce qui n'est pas le cas et permet ainsi de conclure qu'il s'agit d'un enregistrement. Un individu est donc en train d'essayer de conduire la police sur une fausse piste. Les autorités doivent donc se méfier. Les hommes sont envoyés à la fameuse cabine téléphonique dans le but de prélever des empreintes digitales dans le cas où le ravisseur aurait été négligent. Malheureusement, la piste s'arrête là, mais des dizaines de questions surviennent. Pourquoi un enregistrement ? Pourquoi faire croire à un enlèvement ? À quel endroit Cathy a-t-elle pu être enregistrée ? Un véritable casse-tête. Pendant ce temps, Cathy est toujours enfermée dans sa prison. À l'intérieur de celle-ci se trouvent 2 moniteurs. Le premier permet de regarder les chaînes de télévision classiques. D'ailleurs, c'est comme ça que Cathy apprend que la police a découvert que le coup de téléphone n'était qu'un enregistrement. Le second diffuse des images de vidéosurveillance à l'intérieur du bâtiment dans lequel elle se trouve. Comme si son ravisseur souhaitait qu'elle puisse voir tous les événements qui se déroulent sans jamais être en capacité de se faire remarquer. Un sadisme ne pouvant provenir que d'un esprit malade. Quoi qu'il en soit, Cathy sait que seules des mauvaises choses se produiront si elle reste bloquée dans cet endroit. Alors, elle observe autour d'elle et constate que la trappe menant au petit tunnel pour sortir ne semble pas très solide. Elle décide donc de la forcer. Elle parvient à la briser et réussit à sortir de cette chambre confinée. Et une fois à l'extérieur, elle découvre qu'elle n'a nulle part où aller. La petite pièce se trouve elle-même dans un endroit clos. Elle est prise au piège. Cathy réfléchit. Puisqu'elle ne peut pas s'échapper, elle tente de trouver un moyen lui permettant de se défendre. L'objet le plus utile qu'elle trouve est un trousseau de clés qu'elle dissimule sous son matelas. À peine quelques instants plus tard, elle entend des bruits de pas. Son ravisseur est de retour. Il approche et le voici avec elle dans l'espace restreint. En arrivant, l'homme a découvert la trappe ouverte, comprenant ainsi que Cathy avait tenté de s'enfuir. Il a donc d'abord frappé la fille en guise de correction avant de la violer. Voici la raison de son enlèvement et de sa captivité. Cathy sera abusée sexuellement à de nombreuses reprises. Lorsque le monstre n'est pas à ses côtés, Cathy regarde les informations, son cas étant largement couvert médiatiquement. Elle peut voir sur l'écran de télévision sa mère suppliant qu'on lui rende sa fille, mais également Sal expliquant qu'il ne souhaite qu'une chose, que l'on retrouve la fillette saine et sauve. Mais ce dernier est fortement suspecté puisqu'il vient de sortir de prison. Il y a des allégations à son encontre pour des abus sur Cathy, ce qui est suffisant pour convaincre Marilyn qu'il se trouve derrière tout ça. La police ne rejette pas cette théorie. Des inspecteurs interrogent donc Sal, qui parvient à leur démontrer qu'il n'a rien à voir dans cet enlèvement, puisqu'il travaillait à son garage quand tous ces événements se sont déroulés. Évidemment, ces paroles ne sont pas prises pour argent comptant, faisant l'objet d'une vérification approfondie. Sal dit vrai, il travaillait et de nombreux témoins confirment sa présence durant le créneau où Cathy a disparu. Coup dur pour l'enquête, qui patauge au plus mauvais des moments. Ainsi, les emplois du temps de Marilyn et Linda sont aussi contrôlés, et rien ne permet de croire en l'implication de ces personnes. Alors, la police se tourne vers le dernier individu restant, Big John. Il lui est à nouveau demandé de raconter sa journée en compagnie de Cathy, ce qu'il fait. Simplement, quelque chose ne colle pas. Les enquêteurs réussissent à retracer tous les faits et gestes de John Esposito,
sauf pour un créneau d'1 heure invérifiable, ce qui vaudra 18 heures d'interrogatoire à l'homme. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes, l'impossibilité de vérifier l'endroit où se trouvait John Esposito 1 heure durant tracasse les policiers, qui ne souhaitent pas manquer une occasion de retrouver Cathy. Ils demandent un mandat de perquisition afin de fouiller le logement et le véhicule de leur suspect. Sa voiture est donc passée au crible. À l'intérieur, un bonnet ainsi que la veste de Cathy sont retrouvés. Des éléments qui ne font pas réellement avancer l'enquête puisque la petite fille s'est trouvée dans le véhicule et a tout à fait pu y laisser ses affaires. Puis c'est au tour de la maison de faire l'objet d'analyses minutieuses. Elle sera même fouillée à 2 reprises. C'est la seconde fois qu'un sac appartenant à Cathy est découvert dissimulé dans la chambre de l'homme. Malgré ces éléments, il n'y a rien chez John Esposito qui permette de conclure qu'un crime a été commis. Cependant, cela n'empêche pas la police de placer sous surveillance accrue la maison du suspect afin d'observer son comportement et s'assurer qu'il ne s'agit pas de leur homme. Et le temps s'écoule, si bien que l'on dépasse les fameuses 72 heures qui, statistiquement, font chuter drastiquement les chances de retrouver la petite Cathy vivante. En parallèle de la surveillance, les enquêteurs se renseignent sur John Esposito. Il y a notamment un point qui mérite d'être creusé puisque Big John se vante régulièrement de faire partie du Big Brothers Big Sisters programme. Dominique Véron et ses hommes contactent donc l'association afin d'en savoir plus à propos de leurs suspects. Il semble que cette initiative soit payante, puisqu'un membre de l'association locale leur raconte une histoire. John Esposito a bien postulé pour intégrer le programme de solidarité, mais il en a été refusé. Devant être en contact régulier avec des enfants et des adolescents, les personnes souhaitant devenir membres doivent montrer patte blanche. Or, ce n'était pas le cas de John. Il s'avère que 15 ans auparavant, en 1978, il fut impliqué dans l'enlèvement d'une enfant âgée de 7 ans. Seulement, ayant un casier judiciaire vierge, sa condamnation n'a été que d'1 an d'emprisonnement avec sursis. Peu importe pour le Big Brothers Programme, avec cette ligne inscrite sur son casier judiciaire, John Esposito n'est pas autorisé à faire partie de l'association. Cela ne l'a pourtant pas empêché de crier sur tous les toits qu'il en était un membre et faire venir par la même occasion de nombreux enfants dans sa maison presque totalement aménagée en terrain de jeu. Ces nouveaux éléments entraînent une augmentation de la pression exercée par la police à travers sa surveillance, mais aussi des médias qui campent à présent 24 heures sur 24 devant la maison de John Esposito. Dominique Véron est convaincu qu'il est le ravisseur de Cathy. Malheureusement, il est aussi certain qu'après tant de jours écoulés, ce n'est plus l'enfant en vie qu'il recherche, mais son corps. Le lieutenant de police se rend régulièrement à l'intérieur de la maison pour interroger John Esposito. Seulement, à chaque fois, il manque d'éléments pour l'incriminer. Pourtant, Dominique Véron ne le sait pas, mais il est tout proche de Cathy. Si proche d'elle que la petite fille de 10 ans désormais peut voir les policiers dans la maison sur son moniteur. Une véritable torture psychologique. Elle a beau crier, taper et faire autant de boucans qu'elle peut, personne ne peut l'entendre. Pire, John Esposito lui rend une visite dans son bunker. L'homme a besoin d'elle. Il descend avec un appareil photo et demande à Cathy de faire comme si elle était morte. Le but de cette manipulation est de diminuer la pression de la police. John pense qu'en montrant le cadavre de la fillette, les recherches seront moins intenses, ce qui lui permettra de s'en sortir. Malgré son jeune âge, Cathy comprend que si elle s'exécute, elle mourra. Il ne peut pas la tuer dans sa maison, c'est trop risqué. Les policiers entrent régulièrement. L'odeur d'un cadavre risquerait de les conduire jusqu'à la cachette. Ce qui la maintient en vie jusque-là, c'est leur présence. Mais John veut son cliché. Il tente de forcer Cathy qui se débat. Elle se place dos au mur et envoie des coups de pied aussi puissants qu'elle le peut, faisant abandonner son ravisseur. À cet instant, Cathy fait très attention. Elle ne dort quasiment plus et ne mange que la nourriture emballée. Maline, elle pense qu'il pourrait essayer de la droguer dans le but d'obtenir cette fameuse photo. Une pression monumentale s'abat sur John Esposito. La police ne cesse de le questionner. Les médias aussi.
Au 17e jour de capture de Cathy, l'avocat de John Esposito contacte le lieutenant Dominique Véron, lui indiquant qu'il doit lui parler. L'inspecteur pense qu'il s'agit d'une stratégie visant à faire cesser les agissements des policiers, mais pas du tout. L'avocat annonce à la police que Cathy Beers se trouve bien chez John Esposito, ce que les policiers ont du mal à croire dans la mesure où ils ont déjà tout fouillé. L'avocat leur explique que la fillette se trouve derrière le mur. Une révélation choc qui démontre que John Esposito n'est pas un simple ravisseur. Il est un pervers vicieux qui a préparé son coup. La police ne perd pas de temps, ordonnant à John de les conduire à l'endroit où se trouve Cathy, ce qu'il fait. Les policiers sur place n'en reviennent pas. Le piège dans lequel se trouve Cathy est indétectable. Il y a plus de 30 manipulations à réaliser afin d'atteindre cette petite chambre confinée. Il y a des pièces à dévisser, des poulies à activer, des cachettes à découvrir. C'est véritablement incroyable. Il a fallu plus d'1 année à John Esposito pour concevoir cette ingénieuse mais ô combien maléfique structure. Tout ça avec la volonté d'y enfermer Cathy, qui était sa cible. Lorsque les agents atteignent la petite chambre, c'est le soulagement. Cathy est présente, mais surtout, elle est en vie, ce qui était inespéré 17 jours après sa disparition. Malgré les sévices qu'elle a subis quotidiennement, elle est heureuse d'enfin être libre et se confesse aux enquêteurs en dévoilant la vérité. Elle n'a jamais été emmenée au Spaceplex. John l'a conduite à un magasin de jouets où il lui a acheté un jeu vidéo. Cathy, n'ayant pas de console, lui dit qu'elle ne pourra pas y jouer, mais John lui répond qu'elle pourra, puisque chez lui, il a une console de jeu. N'oublions pas que jusque-là, John était la personne en qui Cathy avait le plus confiance. Ils sont donc allés tous les deux chez lui, où son plan diabolique allait se mettre en place. La version de Cathy est confirmée par John Esposito, qui reconnaît absolument tout, finissant, au bout de sa garde à vue, par être inculpé pour l'enlèvement de la petite Cathy Beers. La fillette racontera également le comportement lunatique de l'homme qui pouvait, d'un instant à l'autre, passer du Big John qu'elle connaissait, tendre et amical, à John Esposito, un malade monstrueux qui prenait du plaisir à la faire souffrir. À présent, les destins de John Esposito et celui de Sal Inghilleri sont liés. Car oui, souvenez-vous, Sal avait été condamné pour maltraitance sur enfant, mais des allégations d'abus sexuels continuaient de planer au-dessus de sa personne. C'est ainsi qu'en juin 1994, le procureur propose à John et Sal un accord afin d'éviter le procès, à condition de plaider coupable et d'obtenir en contrepartie une peine plus clémente. Dans les deux cas, l'accord est accepté. John Esposito est condamné le 19 juin 1994 à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant une durée de 15 années. Sal Inghilleri, quant à lui, est condamné à une peine d'emprisonnement de 12 ans pour abus sexuels à l'encontre de Cathy. Notez que s'il était allé au procès, John risquait une période de sûreté de 25 ans qui, grâce à l'accord, a été réduite de 10 ans. Je vous entends grincer des dents derrière votre écran, mais sachez que John Esposito n'a plus connu le goût de la liberté étant décédé de cause naturelle à l'âge de 64 ans en 2013, après avoir effectué 20 ans d'emprisonnement sans jamais n'avoir pu bénéficier d'une libération conditionnelle. Sal Inghilleri meurt également à l'âge de 55 ans après avoir fait un aller-retour en prison pour ne pas avoir respecté les conditions de la libération, omettant de se signaler comme délinquant sexuel dans sa nouvelle résidence. Dominique Véron aura eu un rôle important pour la suite de la vie de Cathy, puisqu'il démontre la carence des personnes censées veiller sur l'enfant, que ce soit sa mère Marilyn ou bien sa marraine Linda. Cathy est donc placée dans une nouvelle famille où tout se passe pour le mieux. La fillette est parvenue à survivre à cette épreuve et mieux encore, la surmonter en fondant une famille quelques années plus tard. Une histoire de survie absolument incroyable qui démontre tout de même l'ingéniosité dont peuvent faire preuve certains monstres. En tous les cas, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me rejoindre sur les réseaux sociaux dont les liens sont en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.